Bonjour à tous, merci de continuer à vous abonner à cette chaîne YouTube. Qu'est-ce qui fait vraiment peur à Macron et à l'oligarchie? Je me pose cette question depuis longtemps, en particulier bien sûr depuis le début de cette crise du coronavirus, mais c'est un article tout récent de Valeurs Actuelles du 24 mai qui s'appelle « Ça fout la trouille » et qui en fait se fonde sur une chronique parue je crois la veille ou l'avant-veille dans le journal Le Monde, que je me suis dit tiens il faut vraiment essayer de faire une synthèse sur tout ça et de voir concrètement qu'est-ce qu'on doit faire pour faire peur réellement dans la vraie vie à Macron et à l'oligarchie et pour les chasser du pouvoir. Alors cet article, ça fout la trouille, c'est censé être Macron et ses conseillers qui parlent. Effectivement, Le Monde, c'est dans une chronique dit que des proches de la Macronie, un conseiller du président de la République s'exprime, bon, ce serait confié à un journaliste, en disant, bah voilà, il y a une série de personnalités qui font peur à Emmanuel Macron. Alors, sont cités Zemmour, Raoult, Hanouna, Bigard, Élise Lucet, la journaliste, François Ruffin, vous savez, le député France Insoumise. Et il est ajouté dans cet article qu'il y a en particulier une crainte sur Ruffin parce qu'il serait capable, je cite, de faire la passerelle entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Est-ce que quand le pouvoir, l'oligarchie vous montre quelque part, il faut regarder dans cette direction? Moi, j'ai tendance à penser que non. J'ai tendance à penser qu'il faut se méfier au contraire, que ça ressemble furieusement à un leurre. Pourquoi? D'abord, ça me fait penser à ce que j'appellerais la tactique de la ratatouille. Vous savez, la ratatouille, c'est d'abord des légumes clairement identifiés, puis on fait la ratatouille. Alors, on mélange le tout, on rajoute de la sauce, et à la fin, ça donne une ratatouille, on ne sait plus très bien qui est quoi. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu de cette stratégie. C'est-à-dire que les informations comme ça, lâchées, surtout dans le journal Le Monde, il faut s'en méfier, au moment même où l'oligarchie se sait plus menacée que jamais, parce que dans cette crise, elle sait que de vraies questions de fond se sont posées plus que jamais et que beaucoup de Français sont en train de prendre conscience de beaucoup de choses et de beaucoup de vérités. Il faut être méfiant. Moi, je suis très dubitatif devant tout ce qui relève d'un scénario écrit directement par Macron et par l'oligarchie. Quand c'est eux qui tiennent la plume, je m'en méfie. Et j'ai tendance à croire que quand ils nous disent on a peur de quelque chose, il faut regarder ailleurs. Ce qui n'enlève rien à la qualité des personnalités nommées, évidemment. Mais si vous voulez, d'abord ici, ce qui me gêne dans cette liste à la Prévert, c'est qu'il n'y a pas une seconde le projet défendu qui est évoqué. Quel projet pour la France et les Français craint vraiment Macron et l'oligarchie face à elle? Pas un mot, ça c'est gênant. De la même manière, c'est quand même une liste de personnalités très hétéroclite qui allie à la fois du très sérieux, du très solide, à du beaucoup plus fantasque. Et quand même nécessairement par effet de proximité, quand on fait une liste de noms comme ça les uns après les autres, par effet de proximité, le fantasque contamine dans la tête des gens le sérieux. Et à la fin se dégage une impression majoritaire, c'est quand même pas très sérieux tout ça. Et ça, je crois que c'est bien l'objectif recherché. De la même manière, quand on dit François Ruffin, on le craint parce qu'il ferait la passerelle entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Mais ça se fonde sur quelle réalité, ça? Déjà, est-ce que François Ruffin, une seule fois dans sa vie, a émis le souhait de faire cela? Passerelle extrême gauche, extrême droite? Non, jamais. Est-ce qu'il en a la capacité? Je ne crois pas. En tout cas, il n'en a jamais donné la démonstration, ni émis le souhait. Donc je pense que c'est une pure fantaisie, que rien n'était. Donc il faut vraiment s'en méfier. Alors qu'est-ce qui fait vraiment peur? Qu'est-ce qui fout la trouille, pour reprendre le titre de cet article, à Macron et à l'oligarchie? Réfléchissons-y sérieusement. On y a déjà réfléchi, mais si on doit résumer. Moi, je crois que c'est deux critères qui doivent aller ensemble pour que ça fonctionne. C'est 1, l'inattendu. C'est 2, la radicalité. L'inattendu parce qu'il faut pas que ça relève d'un scénario écrit par le pouvoir. Tout ce qui relève de quelque chose qu'on nous montre du bout du doigt, à mon avis, c'est hors jeu. On est dans l'attendu, dans l'écrit, et donc ça ne fait pas réellement peur à Macron et à l'oligarchie. Et deuxième critère, c'est la radicalité. Vous savez, au sens de radical, ça veut dire aller à la racine des choses. Au sens d'un projet sérieux qui va à la racine des choses pour en modifier les effets. C'est ça la radicalité, qui est fondamentalement positive. Tant qu'on n'a pas l'inattendu et la radicalité ensemble, je crois que ça ne fait pas peur à Macron et à l'oligarchie, et c'est donc pas du tout en mesure de les chasser du pouvoir et d'incarner une autre voie pour le pays. Alors donc, ça met hors jeu, je pense, toutes ces listes à la Prévert. Ça met aussi hors jeu, me semble-t-il, si on regarde les choses, l'opposition contrôlée. Qu'est-ce que j'appelle l'opposition contrôlée? C'est celle qui est désignée comme l'opposition, qui est au pouvoir depuis très très longtemps, en tout cas qui l'était avant En Marche, qui a
participé à la création d'En Marche et qui est très représenté au Parlement. C'est les Républicains essentiellement, le PS et les Verts. Est-ce qu'on est dans l'inattendu? Pas du tout, ils sont au pouvoir depuis 40 ans. Est-ce qu'on est dans le radical? Encore moins. Et ce sont des partis qui sont toujours à la superficialité des choses, qui sont tous pour l'Union européenne, qui ont tous soutenu tous les traités européens. Et puis, en particulier, on voit que les Républicains sont déjà en train de se mettre dans la roue d'Emmanuel Macron et de l'oligarchie dans cette crise, puisque comme l'oligarchie, on sent bien qu'ils veulent que les victimes payent à la place des coupables et qu'ils n'ont pas une capacité de réfléchir à un autre modèle. Ainsi, je dois citer le vice-président des Républicains, Guillaume Pelletier, qui déclarait début avril dans une interview qu'il fallait que pour résoudre la crise, les Français renoncent à 5 jours de congé. Les mêmes solutions que ce qu'on a entendu du côté du MEDEF ou déjà du côté de Bruno Le Maire ou du CAC 40. Donc je mets hors jeu les listes à la Prévert, je mets aussi hors jeu l'opposition contrôlée. Alors il reste quoi? Il reste le RN et LFI, qui peuvent jouer d'ailleurs à peu près le même rôle. Alors le RN, côté Rassemblement National, est-ce qu'on est dans l'inattendu? Je pense pas du tout. Je pense pas du tout depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, non. Parce que s'il y a bien une opposition que nous montre en permanence Emmanuel Macron, c'est bien le Rassemblement National. Je vais citer là un éditorial que j'avais trouvé intéressant qui date du 11 mai 2019 sur Europe 1. C'était quelques semaines avant les élections européennes de 2019. Je cite le titre de cet éditorial. En mettant tout son poids dans la balance, Emmanuel Macron fait un cadeau à Marine Le Pen. Oui, en désignant le RN comme opposition, il montre qu'il n'en a pas peur. Et donc, ce critère d'inattendu n'est pas respecté. Il faut voir d'ailleurs ce que disait Emmanuel Macron lui-même en septembre 2019 à ses propres députés En Marche. Je le cite. Il leur a dit « Vous n'avez qu'un seul opposant, et c'est sur le terrain, et c'est le Front National. Il faut confirmer cette opposition, car ce sont les Français qui l'ont choisi. » Donc on voit qu'on n'est pas du tout dans l'inattendu, on est vraiment avec le RN dans le scénario écrit par le pouvoir et l'oligarchie. Et deux, est-ce qu'on est dans la radicalité? Non. Depuis environ mi-2017 que le RN a abandonné la sortie de l'Union européenne et de l'euro, c'est-à-dire le Frexit, a abandonné aussi d'ailleurs la sortie de l'OTAN, puisque ils veulent transformer l'OTAN en organisation de lutte contre le terrorisme. Enfin, l'OTAN se définit déjà comme cela aujourd'hui. En tout cas, depuis l'abandon du Frexit, très clairement, le RN n'est plus dans une vision à la radicale, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus à la racine des choses. Et on l'a bien vu, je crois, pendant toute cette crise du coronavirus, où ils ont toujours été dans une analyse peu fouillée, à la superficialité des choses. Parfois en disant des choses très justes, c'est vrai, sur la pénurie de masques, la pénurie de tests, il y avait des choses vraies, très vraies. Mais il n'y avait pas d'analyse, je ne les ai pas entendues sur le rôle de l'Union européenne là-dedans, je ne les ai pas entendus sur l'oligarchie, encore moins sur l'industrie pharmaceutique. J'ai même entendu l'un de leurs vice-présidents, Jordan Bardella, le 24 mai au matin sur France Info, saluer l'action de la Banque Centrale Européenne. Et là, je me suis dit, on n'est pas du tout dans la radicalité. Alors, est-ce que ça peut être LFI qui peut jouer ce rôle? Puisque c'est à peu près le même rôle que parfois on leur assigne. Ben non, non plus. D'abord parce que LFI non plus n'est pas pour le Frexit, parce qu'on n'est pas clairement dans l'inattendu. C'est Mélenchon l'épouvantail, bon... Et donc, on n'est pas du tout dans l'inattendu. Et d'ailleurs, je me rappelle d'une rencontre, ça avait été filmé à leur insu, nous a-t-on dit, entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron sur le vieux port de Marseille. C'était le 8 septembre 2018. Et leur conversation de quelques minutes a été filmée. On voyait qu'ils étaient presque dans la complicité, que Jean-Luc Mélenchon n'était pas simplement dans la courtoisie républicaine par rapport au président de la République. Il était presque dans une forme de soumission. Et puis j'ai entendu aussi le 23 mai au matin sur France Info Adrien Quatennens, l'un des députés de la France Insoumise, et j'étais incroyablement presque surpris de l'entendre mettre tant de pincettes pour évoquer de possibles et d'éventuelles nationalisations temporaires. Bon, je me suis dit, eux non plus, non seulement ils ne sont pas dans l'inattendu, mais ils ne sont pas du tout non plus dans la radicalité. Ça fleurait bon les compromissions du système. Alors en réalité, je ne crois pas que ce soit un parti politique qui incarne cette radicalité et cet inattendu qui puisse faire peur à Macron et à l'oligarchie. Non, je ne crois pas du tout. On va regarder ce que ça peut être. D'abord, qu'est-ce que c'est la radicalité aujourd'hui? C'est aller à la racine des choses. Nous entrons dans une période radicalement nouvelle, face à une crise qui sera d'une ampleur radicale, historique, et face à une oligarchie, Macron en fait partie, mais ça le dépasse, qui se radicalise. Donc il faut être radical. Et aujourd'hui, donc, il faut poser les questions du moment. C'est ça, être radical. Poser les questions qui sont, pour moi, mais plus que jamais d'actualité dans cette crise, qui l'étaient de manière latente bien avant, mais qui ont vraiment explosé dans cette crise, ont convergé. La question de l'oligarchie.
est évidente pour moi, il faut la poser, la question de ces conflits d'intérêts. Qui aujourd'hui ne parle pas sans concession de l'industrie pharmaceutique, n'aborde pas avec une clarté, une limpidité totale, tout ce qui se joue, la controverse incroyable qui se joue et très éclairante autour de l'hydroxychloroquine et du professeur Raoult, et ne voit pas les conflits, les modèles de santé publique qui se confrontent dans cette affaire, loupe la question du moment et loupe la radicalité. De la même manière, si on ne pose pas la question de notre appartenance à l'Union européenne aujourd'hui, avec tout ce qu'elle implique sur le contrôle démocratique, le contrôle des peuples et tout ce qu'elle représente comme instrument politique de domination de l'oligarchie, je pense qu'on loupe la question de la radicalité. Si on ne pose pas la question de la dette, du fait qu'ils vont utiliser l'explosion historique, encore une fois, de la dette cette année comme un instrument pour nous mettre en esclavage, alors on n'est pas dans la radicalité, on n'est pas à la racine des choses. Même chose si on ne pose pas la question de la banque, de la domination bancaire, de la possible nationalisation des banques, la question de l'euro comme instrument là aussi de contrôle. Si on ne pose pas la question de l'immigration actuelle, c'est-à-dire utiliser clairement pour déstabiliser les pays d'accueil comme le nôtre et pour tirer à la baisse sur les conditions sociales des travailleurs et sur les salaires, mais également utilisé comme instrument de déstabilisation des pays et des continents d'origine, alors on loupe la question de la radicalité. Si on ne pose pas la question des frontières dont on a vu l'importance dans cette crise, on n'est pas non plus dans la question de la radicalité. Si on ne pose pas la question de la loi Avia et du contrôle de nos libertés, de l'effondrement de notre liberté d'expression et du pouvoir donné aux GAFAM avec interpénétration entre GAFAM et État sur nos libertés, on n'est pas dans la radicalité. Si on ne pose pas sérieusement la question de la souveraineté populaire, qui n'a pas d'autre expression possible que dans le cadre de la souveraineté nationale, et notamment bien sûr la question du référendum d'initiative citoyenne, du RIC sur tout sujet, on n'est pas dans la radicalité, on n'est pas à la racine des choses. Il faut cibler Macron, mais en sachant bien que ça n'est qu'un pion, et il faut cibler l'oligarchie qui est derrière lui. C'est ça pour moi aujourd'hui la question, la définition de la radicalité. Qu'est-ce que c'est l'inattendu par ailleurs? L'autre critère, je vous l'ai dit, pour faire peur vraiment à Macron et à l'oligarchie. L'inattendu, ça n'est rien d'autre aujourd'hui que l'intelligence de situation. C'est-à-dire l'intelligence de faire ce qui n'est pas attendu. Et je ne vois pas d'autre chose aujourd'hui plus sérieuse et plus inattendue que de faire ce rassemblement des souverainistes. Parce que ça n'est pas attendu. Créer des ponts, bâtir des ponts inattendus, sortir des chapelles. Bien sûr, le faire de manière, ce rassemblement sérieuse, le faire de manière sincère et rapide. Il ne s'agit pas d'attendre, s'il vous plaît, 6 mois, 1 an ou 3 ans. C'est pour ça que j'ai, moi, fait une proposition de méthode et de calendrier resserré dans cette vidéo où on est le rassemblement des souverainistes. J'en parlais aussi dans la vidéo « La révolution qui vient ». Attention, ça ne veut pas dire que dans ce rassemblement souverainiste, on doit exclure des gens qui viendraient des partis politiques dont j'ai parlé avant, pas du tout. Je pense que ces partis politiques sont parfaitement disqualifiés face à Macron, ne lui font pas peur et ne peuvent pas prendre le pouvoir. Mais je pense qu'il y a en leur sein des gens parfaitement sincères, bien sûr, y compris des élus, des cadres, des militants, de simples électeurs, y compris parmi la liste de personnalités que j'appelais un peu liste à la Prévert, citée au départ, mais sans que ce soit du tout péjoratif dans mon esprit ou dans ma bouche. Il y a des gens à prendre là-dedans, bien sûr. C'est ça le rassemblement. Là, on est dans le radical et l'inattendu. Voilà. Et le radical et l'inattendu, c'est de participer au soulèvement populaire qui vient. De faire cette révolution politique qui n'est rien d'autre que de donner une issue politique à ce soulèvement populaire qui arrive. C'est ça la révolution politique. Et là, on allie ensemble inattendu et radical. Et là, on fait peur à Macron et à l'oligarchie. Et là, on peut renverser la table et arriver au pouvoir et vraiment dessiner un autre destin pour notre pays et pour le peuple français. Toutes ces conditions doivent être réunies ensemble pour que ça fonctionne, bien évidemment. C'est pour ça que ça n'est pas facile, c'est pour ça que c'est exigeant, c'est pour ça que nous sommes sur une ligne de crête. Mais c'est possible. Moi, avec tout ce que je vois autour de moi, l'espérance qui se lève, cette compréhension qui avance, alors je pense qu'on peut déplacer des montagnes. Si vous êtes d'accord avec cette analyse, rejoignez-nous, rejoignez-moi aux Patriotes, la formation politique que je préside. Le lien pour nous rejoindre, pour adhérer, est dans la description sous cette vidéo. On ne fera pas les choses seuls, c'est une évidence. Mais les Patriotes ont le mérite d'exister comme un cadre collectif, sérieux, qui allie cette réflexion entre inattendu et radicalité. Rejoignez-moi aux Patriotes, rejoignez-nous, ne restez pas seuls. Et puis ayez confiance, voilà. Faites le travail nécessaire, faites-le à votre niveau, que chacun le fasse. Ayez confiance. Et vive la France. À bientôt.